Bon, let's go. Ouais, c'est bon. On va y aller. Allons-y, Donc, on y va. Patrick. On va The floor commencer. is Bonjour, yours. bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de l'équipe d'École, on est heureux de vous accueillir dans ce rendez-vous mensuel qui est, comme pour beaucoup qui ont pris l'habitude de nous rejoindre, je les en remercie, qui est l'occasion de réfléchir et d'analyser ce qui se passe au rythme du mois le mois dans notre paysage de la durabilité, du développement durable et de l'économie européenne et internationale, d'essayer de comprendre derrière les annonces, les initiatives, ce qu'elles signifient, où cela nous mène, ce qui a du sens et quel sens, pour partager ensuite ensemble ces phénomènes, ces évolutions et en tirer des conséquences pour l'action. Chaque mois, vous le savez, donc nous invitons une personnalité qui soit a pris une initiative, soit a publié des ouvrages ou des travaux et qui peut nous apporter un éclairage supplémentaire. Et donc, ce mois-ci, euh, j'ai demandé à Sylvie Matelli, qui est directeur général adjointe de l'IRIS, d'accepter de nous faire part de son ouvrage, de la synthèse de son ouvrage, ça tombe parfaitement, Géopolitique de l'économie, dont je parlerai tout à l'heure, et de venir nous commenter en appui et en approfondissant les signaux que moi je reprendrai en introduction tout de suite, et de venir nous donner avec l'expertise très reconnue qui est la sienne, avec le regard très mondial qui est le sien, d'essayer de nous décoder un peu des tendances à venir sur ce rapport entre les entreprises, les États, l'économie mondiale et ce changement dans lequel le climat, la question climatique est en train de jouer un rôle absolument tout à fait nouveau. Voilà, Patrick, donc merci beaucoup à Sylvie, merci infiniment à Sylvie d'accepter cet exercice. Et excusez-moi, Patrick. Est-ce que vous oui, pourriez passer vos slides en plein écran? C'est une demande que nous avons reçue dans le chat. voilà, donc c'est fait. Et donc, merci encore, Sylvie, de se prêter à ce commentaire. Et avant de vous passer la parole, de nous analyser cette actualité, je vais moi essayer d'aller chercher un peu dans ce qui s'est passé, quelques clés d'analyse que je vous propose. Et à 45, nous entamons une discussion avec nos participants qui pourront dialoguer en direct ou via le chat tout au long. Antoine fait le suivi du chat et assurera la lecture de ces messages, qu'on puisse participer à cette discussion tous ensemble. Depuis un mois, le rythme est une convention, peu importe, mais j'essaie de ne pas revenir sur des informations anciennes, mais depuis un mois, il y a quand même eu vraiment un afflux nouvelles, de décisions et d'initiatives très significatives. Autant, je trouvais que la période passée, j'avais pris un axe qui était plutôt celui de l'ambivalence. On était un peu en attente sur certains points, et là, on a basculé. On a très clairement basculé, et ça, c'est dû à l'effet Biden, évidemment. Et là, on a de la part donc des États-Unis, et l'éclairage de Sylvie nous permettra d'aller plus loin dans ce que je vais vous dire, mais on a quand même un choix qui est pour moi très significatif, c'est-à-dire qu'on n'a plus peur de la question climatique, on l'aborde facialement et pas simplement pour des bonnes raisons, entre guillemets, de valeur, mais pour des bonnes raisons d'intérêt. Et on voit bien que les États-Unis veulent faire de l'économie nouvelle eh bien, leur terrain de réussite et de compétitivité, clairement face à une Chine qui s'est imposée déjà sur ce terrain. Donc là, on a une nouvelle très structurante qui s'est caractérisée à travers le sommet américain. L'annonce sur la fiscalité de Mme Yellen sur les 21% imposés à toutes les entreprises américaines que l'OCDE ratifiera, que les Européens suivront évidemment, elle est quand même incroyablement intéressante parce que ça fait quand même 20 ans, un peu plus,
qu'à l'OCDE, on essaie d'harmoniser l'impôt sur les sociétés, on essaie d'éviter les évasions fiscales et tout le reste. Et du jour au lendemain, les Américains disent ça sera comme ça se fait, voilà, le jeu est organisé. Donc, à la fois c'est bien et à la fois ça montre leur capacité à organiser la scène mondiale. On est dans un contexte macro auquel il faut faire attention. Il y a une euphorie sur les marchés financiers et parallèlement un contexte social qui pose des questions à beaucoup, une demande de hausse de salaire, de l'inflation un peu montante, des déséquilibres ici et là. Il est probable que les politiques économiques de sortie du Covid devront être assez fines pour faire attention à ce que cette relance soit à peu près organisée. Et il est probable justement que le fait que ça corresponde à un cycle technologique sur le green peut y aider d'une certaine manière. Quelques petites infos que je passe de côté qui vont dans ce sens, mais qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, il y a le scénario de l'Organisation mondiale de la météorologie qui est très, très intéressant parce qu'il tire à nouveau le signal vers attention, ayez des stratégies d'adaptation. Il faut maintenant rentrer dans les politiques d'adaptation. Le G20 s'est intéressé, il l'a déjà fait une ou deux fois, à la finance durable. Et donc là, on a aussi une inflexion qui passe par les banques centrales et qui fait qu'on est en train de modifier un peu le logiciel de la finance. J'en parlerai à propos des décisions européennes. Et puis, on a eu aussi, du côté donc, de Bruxelles, du côté de l'Union, quand même un travail qui a été fait, qui est intéressant, qui participe quand même depuis le Brexit, d'une dynamique interne et je l'évoquerai à propos de la taxonomie et à propos de la décision climat. Donc voilà comme point de départ. Donc je pense que l'axe, et Sylvie Matelli nous dira si elle partage ceci, mais l'axe structurant, le centre de gravité est en train de se déplacer côté de Washington aujourd'hui avec une volonté d'organiser un peu ce monde de demain qui doit être un monde plus vert pour faire face à la question climatique et à ces enjeux, à ces autres enjeux, avec donc une sorte de compétition qui succède à la période passée de non-coopération, un clivage dans les sociétés qui est en train de se voir où les nouvelles générations tirent en ce sens de manière très nette, et puis un rebond qui se prépare post-pandémie autour de l'économie verte. Avec, je mets un point d'interrogation puisque beaucoup de sujets ne sont pas résolus. Sur ce momentum qui est visible là, depuis dans la période dans ce moment, bon, on a assisté à un jeu inouï qu'on n'avait pas vu depuis l'accord de Paris, en fait, et encore plus, puisque là, c'est à la demande de révision des objectifs nationaux. On a eu alors l'Angleterre en tête pour accueillir la COP26 qui a annoncé des chiffres de réduction très significatifs, mais surtout les moins 55%, moins 52% des États-Unis. Vous noterez que les Allemands, à travers leur cour constitutionnelle, ont pris il y a quelques jours une décision incroyable, c'est celle de retoquer le schéma du gouvernement en disant qu'il n'allait pas assez loin au regard de ce qu'on doit faire, sur le sujet. Bon, sachant que l'Europe a fait moins 55. Donc, on est dans une sorte de course là qui fera le mieux. Les Chinois ont maintenu leurs objectifs et il y a eu quand même quelques décisions autour de ça qui ont été prises par l'Europe, qui sont par les États-Unis d'une part et par l'Europe aussi. Alors, par les États-Unis, un conseil scientifique, l'annonce sur les véhicules thermiques, enfin, on imagine ce que ça veut dire et les conséquences que ça aura. Et le fait, comme disait Biden, que les éoliennes ne doivent plus être chinoises. Bon, et en Europe, la réforme du marché du carbone et une coalition qui s'est renforcée des entreprises et des investisseurs en soutien de tout ça. Là, on est très, très, très loin du climato-scepticisme des secteurs économiques d'il y a 3 ans, 2, 3 ans, 4 ans, etc. Deuxième signal extrêmement fort de basculement, celui sur la fiscalité. Alors là, je pense qu'il va entraîner toute la dynamique OCDE sur ce sujet. Et ça veut dire que quand même, les entreprises vont rentrer là sous la coupe un peu plus serrée des États, alors qu'elles s'étaient autonomisées, notamment sur cette question. La tech principalement, les Américains s'étaient autonomisés
depuis quelques décennies, générant des situations totalement insupportables. Alors, on va voir ce que la nouvelle responsable de la concurrence aux États-Unis, Mme Lina Khan, va décider vis-à-vis des GAFAM. Là, il y a une grande attente là-dessus. Et parallèlement, vous avez vu que l'État chinois a décidé de reprendre la main sur son système Internet complet et qu'il a fait, on signale, demander une amende importante à Alibaba. Enfin, là, on a un capitalisme d'État chinois sur le net qui est caractéristique un peu de l'anti-modèle qui est le nôtre. Je voudrais m'attarder une seconde sur une décision très, très structurante pour l'Europe, qui est celle de cette fameuse taxonomie, c'est-à-dire la classification des activités dans laquelle on demande aux investisseurs et aux entreprises d'aller au regard de ce qui est le plus durable. Alors, en bottant en touche sur les controverses difficiles, c'est-à-dire le gaz et le nucléaire, on a gagné du temps pour pouvoir faire accepter le fait qu'elles iront probablement dans les activités dites de transition. Donc, l'Europe tient bon. Il y avait un bras de fer des ONG face à la Commission là-dessus et au Parlement. On voit que le centre de gravité politique de l'Europe, il est assez clair aujourd'hui. Et comme le dit la commissaire en charge de ça, Mme McGuinness, la taxonomie est vivante, c'est-à-dire je l'ai sauvée, elle a du sens et on va tenir bon sur cette réorientation de l'allocation de capital pour l'Europe. C'est quand même très, très significatif aussi. Bon. Je note qu'il y a eu un appel important de 24 chefs d'État, dont le président français, autour de l'OMS pour dire attention, il faut se préparer aux pandémies, sous-entendu, arrêtons la guerre des vaccins et il faudrait peut-être reprendre un peu le multilatéralisme sur cette question de santé. Donc là, on a un momentum qui est quand même assez inouï et je suis très impatient d'entendre Sylvie nous commenter ceci, s'il faut s'emballer, pas s'emballer. Est-ce que c'est quelque chose qui va vraiment creuser en profondeur ou pas? Deuxième élément assez net, c'est du côté des sociétés civiles, du côté de la population. Quand on analyse les mouvements à travers les enquêtes, les études, la situation politique, on a là aussi une dynamique assez nouvelle. Alors, on est suspendu à la décision électorale allemande, bien sûr. On va voir si les fameux réalos versus les écolos français vont l'emporter, ce qui peut être un changement de centre de gravité politique en Europe très, très significatif pour nous. Dans une étude que le politologue Bernard Sananès a publiée dans Sociétal, qui est tout à fait intéressante, que je vous signale, il relève le fait que l'opinion demande, clairement l'opinion, même après la pandémie et l'arrêt de l'économie, n'a pas pris peur tellement par le fait que la croissance pouvait lâcher et qu'on allait retomber très loin. Elle est demandeuse d'une écologisation de la société et elle est très critique par rapport à ce qui se fait, et notamment du côté des jeunes, en disant c'est pas assez, ou c'est pas assez bien, ou c'est pas bien fait. Bon, on aurait pu imaginer ce choc contre l'écologie et pour l'instant, je dirais, on n'est pas dans le choc, on est dans le réglage, un peu le réglage tendu. Bon, c'est très important à noter parce que ceci va avoir des conséquences évidemment dans les décisions futures. Le MEDEF a organisé une matinée sur ces sujets il n'y a pas très longtemps, sur la transition énergétique et les mêmes approches sont ressorties, c'est comment le faire sans trop tarder et le faire vraiment. Bon, alors que jusqu'à maintenant, je dirais qu'on l'affichait plus qu'on le faisait. Bon. Donc, je n'insiste pas trop sur la loi climat-résilience parce que finalement, son bilan est assez simple. Je dirais simplement que ce qui est intéressant, c'est pour nous, enfin vu du côté des entreprises, c'est le fait qu'on ait renforcé le rôle du comité social et économique pour qu'il soit concerné par les questions de transition. Et ça, c'est quand même là une évolution, alors que jusqu'à maintenant, à la fois les syndicats et les patronats ne souhaitaient pas trop qu'il sorte de son rôle strictement social.
Donc, il y a des initiatives du gouvernement pour pousser les achats responsables. Je ne sais pas ce que ça donnera. Et pousser aussi l'indice d'égalité. Enfin, bon, il y a un cheminement qui avance sur ces choses, dans un dialogue qui est parfois tendu, notamment, je pense à la négociation sur les nouveaux statuts des salariés dans des plateformes, qui est un sujet intéressant, important, mais il y a une dynamique quand même, il y a une dynamique. Nous suivons particulièrement les travaux du mouvement étudiant pour un réveil écologique, qui a sorti un document que je signale à tous ceux qui s'intéressent à ces sujets, parce qu'ils expriment une critique de l'économie sous l'angle qui est le leur, avec notamment, à nouveau, ils l'avaient déjà fait il y a quelque temps, un regard sur l'utilité, qui est un concept qu'ils mettent en avant et qui est intéressant à regarder, et en essayant de dénoncer les fausses démarches des entreprises. Bon. Donc ça, c'est assez intéressant. J'ajoute quand même que tout n'est pas rose, loin de là. Dans l'étude qu'a publiée Reporters sans frontières, on a aujourd'hui quand même un bilan très dramatique de la situation de l'information dans le monde, de la situation des journalistes. Je peux dire qu'on a eu guère qu'un tiers des pays aujourd'hui qui respectent la liberté de l'information. Ça, c'est quelque chose qui en dit long sur les gouvernances internationales et qui peuvent nous inquiéter. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ces évolutions, tant des États que de la société, au regard des entreprises, dans cette situation, peut-être à l'exception de l'Inde ou d'autres pays qui vont sortir progressivement de la tenaille de la pandémie? Alors, il y a un engagement des acteurs. On aurait pu, encore une fois, le scénario était défendable il y a quelques mois, dire on va entrer dans une pause verte. On va rentrer. Eh bien non, 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 on ne sait pas ce qui se passe. Alors, Amundi a créé son fonds Transition Juste, qui est très intéressant. Vinci a fait adopter sa fameuse, vous savez, dans les AG, c'est on Climate. Je porte l'attention aussi sur les travaux de certains grands acteurs comme Shell, les PRI, une nouvelle stratégie très importante, le Nasdaq qui oblige au reporting ESG, la vision nouvelle 2050 des entreprises pionnières qui s'appelle le WBCSD autour de la transformation, et la traçabilité via la blockchain qui se renforce, qui est une initiative dans le textile, l'aviation qui se prend au sérieux maintenant, qui prend au sérieux le sujet en disant enfin, ça ne va pas revenir comme avant, on a un défi technologique, il faut absolument qu'il passe par l'hydrogène et autre chose, on doit le relever, et des initiatives en agriculture, notamment sur l'élevage, grand sujet, comment la séquestration du carbone peut permettre de faire la mutation de ce secteur. Ce sont là des initiatives assez solides, assez sérieuses. On prépare la COP de Glasgow, et là, McCartney est à la manœuvre. Il y a eu énormément d'initiatives de fédérations d'acteurs. Je dirais qu'il n'y a plus une entreprise aujourd'hui qui ne se soit pas positionnée sur cette question. Alors après, il va falloir le faire, mais on sent quand même que ça fait partie des prérequis auxquels les entreprises n'échapperont pas. Euh, pour autant, il y a des situations intéressantes en termes de difficultés de transition. On n'a pas basculé dans un unanimisme total sur ces questions, loin de là. Donc, on voit d'abord le jugement qui a été porté par le tribunal administratif à la MED contre Total est très intéressant, parce que il montre que l'entreprise a été déjugée par le tribunal sur le fait que, non pas sur sa pratique locale des questions qui étaient jugées, mais sur le fait qu'elle importait, et qu'en important de l'huile de palme dans des conditions qui étaient discutables et de déforestation, eh bien, elle nuisait au climat. Donc, vous voyez un élargissement de la décision du juge. Et Total, son président dans le JDD déclare qu'il en a marre d'être sur la défensive. Je pense qu'il n'a pas fini de l'être, parce qu'il vient d'annoncer le stop sur le Mozambique, l'Ouganda, les banques françaises le lâchent, la Birmanie,
ne veut pas te lâcher, mais enfin bon, la situation tiendra ce qu'elle tiendra. On voit bien que là, il y a une cornérisation un peu de cette activité qui pose problème pour eux. J'insiste pas sur l'OPA terminée Veolia-Suez parce qu'elle, quand même, elle a suscité un débat économique important sur mais c'est une opération financière du temps d'avant. Qu'est-ce qu'elle apporte au durable? On ne voit pas. Bon. Enfin, je voudrais signaler dans les informations cette montée en puissance des social bonds qui est très significative aujourd'hui. Les social bonds, vous savez, sont des appels à financer par le social, 150 milliards l'année dernière, et il y en a un, pour l'anecdote, porté par la Banque mondiale, indexé sur la préservation des rhinocéros. On aurait pu penser que la Banque mondiale avait des préoccupations plus humanitaires, mais bon, la biodiversité passe par là aussi. Alors, je signale, pour maintenant passer à notre invité la parole pour approfondir tout ça, son livre Géopolitique de l'économie, qui a été publié dans la série que l'IRIS publie des atlas très, très riches sur la géopolitique. Un livre de François Levesque qui quand même appelle un débat de fond. C'est un des premiers livres à aller assez loin pour dire que les grands groupes sont peut-être un peu derrière nous et que le temps des groupes mondiaux doit succéder et peut-être un temps d'avant qu'il va y avoir là un choc des États contre les superpuissances économiques qui s'annonce, ce qui est assez partagé ici et là si la régulation se manifeste. Et pour conclure, je dirais que ce basculement que l'on sent fait que de l'appel à des stratégies volontaires faites aux entreprises pour agir, on est passé aujourd'hui à une prise en main par les États d'une régulation du sujet qui est beaucoup plus drastique et qui va laisser beaucoup moins de marge de manœuvre aux acteurs économiques. Pas simplement sur la question climat, on avait un peu avancé sur la question des droits humains, sur la fiscalité, ça y est, et on voit bien que derrière ça, c'est le modèle libéral qui est en train de bouger dans sa philosophie profonde. Du reste, M. Biden nous renvoie plutôt à Roosevelt qu'à des schémas qu'on a connus. Et donc, il y a là un nouveau rapport entreprise et société qui est en train de se créer. Moi, je suis assez sceptique sur le pari que fait l'Union européenne de dire, dans ce contexte, on va avancer de notre côté, puis on rebouclera sur les reporting avec l'IFRS, les IFRS. Bon, je pense que là, on est un peu en retard sur ou un peu naïf sur cette question. Alors, du coup, il va falloir que les entreprises se mettent à la page de ceci, ce qui n'est pas le cas encore. On voit bien qu'il faut qu'elles apprennent à travailler avec les États, qu'elles sachent faire fonctionner les coalitions et pas simplement être déclaratives et avoir des stratégies vraiment qui tiennent la route à long terme. Bon, mon ami Jean Viard dit attention, ce n'est pas dramatique d'avoir le climat d'Alger en France et d'ajouter faut-il en tirer les conséquences. Ben oui, le climat justement ne nous met pas par terre, il nous appelle à être intelligents et à trouver des solutions. Voilà un petit peu, ma chère Sylvie, le point de départ. Je vous passe la parole maintenant. Qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous ce jeu géopolitique nouveau qui est devant nous, qui bouge à une vitesse assez incroyable, côté États-Unis, côté Europe et côté entreprise? Merci beaucoup Sylvie de vouloir bien reprendre un peu maintenant l'analyse approfondie de ce contexte. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup, Patrick. Est-ce que vous m'entendez bien? Alors, moi, je vais répondre pour vous. Antoine va vérifier. Oui, on vous entend. Je vais enlever ma vidéo pour vous laisser seul. On vous entend.
C'est parfait. Merci, merci Patrick, merci pour cette introduction. Merci également pour l'invitation et puis la référence à mon ouvrage. Je vais peut-être commencer à en dire deux mots et je suis ravie d'être devant vous tous ce matin parce que la question que vous avez posée à la fin de votre propos, en conclusion de votre propos, l'interaction entre l'action des États au fond et le positionnement des entreprises et comment les deux peuvent travailler ensemble, moi c'est une question qui me taraude et qui me préoccupe depuis des années de par différents travaux. Alors c'est vrai que mon ouvrage entre un petit peu en résonance avec tout ça. Pourquoi? Parce que si vous voulez, après une formation économique, et puis vous savez ce que sont les économistes, ils aiment bien penser que tout tourne autour des grands enjeux économiques et que le monde économique s'auto-suffit sans aucune interaction. Je me suis retrouvée à travailler avec des gens qui ne comprenaient absolument rien à l'économie et qui pensaient à l'inverse que le politique expliquait tout et que de la même manière que les économistes centralisent tout autour de l'économie, pensaient que tout était politique. Donc bien évidemment, après des années et des années, je ne suis même pas sûre que ce soit terminé pour moi et que j'en sois sortie, mais tant mieux, je suis chercheur, donc j'ai toujours besoin d'être un peu déstabilisée pour sortir de ma zone de confort et imaginer interpréter de manière originale le monde qui nous entoure. J'ai essayé de formaliser en fait toutes ces contradictions dans un ouvrage, c'est cette géopolitique de l'économie. Au fond, je réinterprète un petit peu c'est un ouvrage autour de 40 sujets, 40 fiches, donc ça ne réinterprète pas toute l'économie, mais je réinterprète un certain nombre de sujets qui me tiennent à cœur, de sujets économiques, que ce soit des concepts, que ce soit des acteurs, des dynamiques économiques ou des défis qui nous sont posés, avec ce prisme de la géopolitique, en essayant de voir comment la géopolitique interfère sur ces questions économiques. J'ai trouvé passionnant de l'écrire, j'espère que pour ceux qui le liront, vous trouverez ça tout aussi intéressant, mais c'était véritablement l'idée de réfléchir à cet enjeu géopolitique. Et au-delà de ça, cette démarche ne se résume pas qu'à un ouvrage, puisque nous, à l'IRIS, on a créé, et vous en êtes partie prenante, Patrick, et très investi comme d'habitude, on avait créé un programme géopolitique et entreprise qui essaye de réfléchir en fait à la manière dont ces enjeux politiques et géopolitiques impactent sur l'entreprise, avec au fond un parti pris qui peut se discuter, mais c'est l'idée que dans un monde global où les opportunités sont multiples pour les entreprises, le risque géopolitique et la nécessité d'une responsabilité géopolitique encore mal comprise et mal prise en compte par les entreprises était probablement un risque beaucoup plus important que le risque business, si vous permettez l'anglicisme, parce que très mouvant, mal compris, mal interprété. Et donc, on se propose au travers de ce programme et par différentes initiatives, un programme qui est en construction, on se propose bien évidemment d'accompagner l'entreprise. Alors, quand je dis l'entreprise, c'est par une réflexion globale et générale et avec des échanges, des débats et des réflexions sur ces thématiques, mais aussi l'entreprise en tant que telle. On a un certain nombre d'entreprises qui nous ont sollicité, qui nous ont mobilisés pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la géopolitique pour eux ou pour elles et en quoi la géopolitique impacte leur activité et peut impacter leur activité demain. On est aussi dans des démarches prospectives. Donc, je le dis parce que n'hésitez pas à consulter notre site et à nous solliciter ou en tout cas à revenir vers nous si vous souhaitiez de plus amples informations. C'est vrai qu'on a lancé plusieurs initiatives qui pourraient intéresser tous nos auditeurs. Alors, pour revenir sur tout ce que vous avez évoqué, Patrick, et en particulier ce moment, je vais appeler ça comme ça, ce moment, alors je ne dirais pas ce moment Biden, parce que je pense que Joe Biden arrive, j'oublie pas qu'il n'a été élu qu'avec un petit peu plus de la moitié des votes. On a été très hésitant sur sa majorité, mais il a été élu à un moment clé, c'est le moment post-Covid. Avec ce Covid, c'est une banalité que de le dire aujourd'hui, mais c'est malgré tout une réalité. Cette période pandémique qui, par la façon dont elle nous bouscule dans nos certitudes, accélère un certain nombre de tendances. Et au fond, c'est vrai que ce sont les États-Unis qui mènent la danse vraisemblablement aujourd'hui. Alors là aussi, ce n'est pas nouveau en réalité, et la période Trump a été d'une certaine manière
une période quelque peu hors norme, j'allais dire extraordinaire, mais ce n'est pas le cas, parce que là aussi, à sa manière, Donald Trump imposait son tempo sur un certain nombre de sujets, mais les États-Unis imposent leur tempo sur nombre de sujets internationaux quasiment depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et sans revenir sur l'histoire, je vous rappelle qu'ils ont tiré une leçon assez mémorable des négociations du traité de Versailles et de la Première Guerre mondiale, et que ces leçons, ils ne les ont jamais oubliées, et que c'est dans ce contexte-là qu'ils ont une agilité particulière, et ça revient à notre actualité, à notre sujet, une agilité particulière pour à tout moment savoir adapter leur intervention et leur action à un contexte pour continuer finalement à imposer leur propre tempo. Et aujourd'hui, ce qu'est en train de mettre en place Biden est clairement un nouveau virage en fait dans cette adaptation après s'être adapté à la fin du système de Bretton Woods et toutes les périodes qui s'en suivirent. Donc, je pense qu'on est vraiment dans ce contexte-là et que Joe Biden arrive au bon moment, mais si ça n'avait pas été lui, un autre serait probablement arrivé dans quelques années. Et le contexte est très favorable, en fait. C'est ce que moi, je retiens. On a une histoire qui s'accélère avec certes un retour de l'État stratège et régulateur qui va probablement imposer une responsabilisation et une évolution dans ce sens plus rapide des entreprises, mais dans un contexte qui est très favorable. Alors, petite parenthèse, moi, ce que je trouve génial dans ce contexte, c'est qu'au fond, la lutte contre le changement climatique se soit accélérée juste après ou au moment où la jeune génération s'est vraiment positionnée très fermement sur le sujet. Alors, je ne dis pas que c'est parce que les jeunes se sont positionnés, sont descendus dans la rue tous les vendredis en 2019 que les choses ont bougé, mais je trouve que c'est un signal qu'on leur envoie qui est extrêmement positif. Il faut garder ça en tête parce que c'est de leur dire, au fond, vous voyez, vous pouvez vous mobiliser, ça peut avoir des conséquences et ça peut faire bouger le monde. Et c'est très intéressant pour eux parce que ça donne un espoir dans cette période finalement qui est assez incertaine pour eux. Ça leur donne un espoir et je crois qu'on a une responsabilité aussi, au-delà de la responsabilité des entreprises, on a une responsabilité individuelle à finalement tenir notre cap et aller dans cette direction-là, ne serait-ce que pour donner un signal très, très positif à une jeune génération qui sera celle qui construira la transition énergétique et l'après-transition énergétique. Alors, si je reviens à mon propos, je vais commencer d'abord par ce retour de l'État stratège et régulateur et puis ce que ça nous dit sur la responsabilité et la responsabilisation des entreprises. Alors, ce retour de l'État stratège et régulateur, il ne faut pas oublier, parce que c'est un acteur clé, et vous en avez parlé, Patrick, et c'est important, il ne faut pas oublier qu'au-delà des États-Unis, sur lesquels je reviendrai dans un second temps, c'est quand même la Chine qui, au fond, et l'État chinois et le Parti communiste chinois qui, au fond, ont montré les premiers la voie. Alors, d'une manière que l'on peut discuter et qui est très discutable très clairement, mais c'est parce que les Chinois se sont adaptés à notre modèle économique tout en gardant leurs fondamentaux de cet État stratège que nous sommes en train d'évoluer et que les choses, l'intervention de l'État n'est plus un tabou aujourd'hui parce qu'il en va d'une certaine réciprocité, il en va d'une certaine équité. Et de fait, on oublie souvent de regarder du côté de la Chine cette question de la responsabilité des entreprises. C'est une question qui est aussi prise en compte par l'État chinois et sur lequel on voit des avancées côté chinois. Alors bien évidemment avec toutes les contradictions d'un régime autocrate et assez peu regardant somme toute du respect des droits de l'homme quand il le concerne lui.
Et justement, en matière de lutte contre le changement climatique, c'est très important, au-delà du réengagement américain, de se rendre compte que les Chinois s'étaient investis depuis une vingtaine d'années dans cette démarche de réflexion d'abord, puis d'action ensuite pour lutter contre le changement climatique, avec certes un objectif de neutralité carbone qui est un peu plus tardif que celui des Européens ou celui des Américains, mais qui est là malgré tout. Et je crois qu'il est d'autant plus crédible qu'aujourd'hui, lutter contre le changement climatique est perçu par les Chinois comme un instrument extrêmement puissant pour réformer leur économie et pour passer d'un atelier du monde à une économie moderne, innovante, qui monte en gamme. Et puis en plus, il y a un facteur très puissant, opinion publique en Chine, puisqu'on l'a vu, hein, la société civile est capable de se mobiliser pour exiger qu'on dépollue les villes, on travaille sur ces aspects environnementaux liés à l'économie. Le retour de l'État stratège côté États-Unis, et en particulier sur la fiscalité, et c'est vrai très très étonnant. Très étonnant. Moi, ce qui m'étonne probablement le plus, mais qui, là, pour le coup, est complètement lié à l'année 2020 et à la fois les élections américaines, mais également ce qui a été mis en évidence plus que peut-être par le passé de l'autre côté de l'Atlantique, c'est la lutte contre les inégalités et pour plus d'équité. Et je crois que dans la politique américaine qui s'annonce, ce qui va être extrêmement structurant, c'est certes ce retour des États-Unis dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi cette volonté de lutter contre les inégalités, parce que les enjeux sont énormissimes pour les États-Unis, les enjeux sont énormissimes. Il y a certes une dimension interne très importante avec des risques pesant sur la démocratie. Il y a une certaine forme d'opportunisme aussi de la part de Joe Biden, c'est qu'il y a un enjeu, c'est remobiliser les classes populaires autour du Parti démocrate, classes populaires qui ces dernières années votaient républicain et ont massivement voté pour Donald Trump. Donc il y a bien évidemment une question politique. Et puis, il y a un enjeu international très très bien compris de cette nouvelle administration. C'est l'enjeu, c'est la rivalité avec la Chine, la rivalité très structurante avec la Chine et au fond la possibilité par ce biais de fédérer autour des États-Unis toutes les démocraties et tous ces pays qui respectent les droits de l'homme. Et on voit, hein, ça revient extrêmement souvent dans le discours et dans les discours qui ont été prononcés ces 3 derniers mois. Je trouve que les annonces faites par le président américain sont également à moitié étonnantes parce qu'on s'aperçoit qu'elles sont quand même dans la droite ligne. Et moi, c'est ce qui me convainc probablement le plus dans l'idée que ce sont des éléments qui vont être structurants de ces prochaines années. Elles sont dans la droite ligne de ce qu'on a observé des évolutions sur les marchés financiers et dans les stratégies des investisseurs qui, depuis 4-5 ans, Patrick, vous diriez ça mieux que moi, mais je trouve que ces dernières années, on a vraiment senti que les investisseurs avaient pris la mesure des risques et estimé que les risques à ne rien faire dépassaient largement à présent le coût de l'action et d'un activisme en la matière. Et on a vraiment vu changer la perception que pouvaient en avoir les investisseurs. Et d'ailleurs, je trouve assez intéressant que très récemment, on commence à voir bouger les investisseurs sur la question des inégalités, ce qui paraît assez étonnant parce que c'est quand même la prospérité des marchés financiers
société qui a participé largement, c'est très bien décrit par Thomas Piketty, mais pas que, participé largement à cette montée des inégalités depuis une trentaine d'années. Moi, j'aime bien l'exemple que prend Thomas Piketty de deux salariés qui gagnent à peu près le même salaire. Il y en a un qui dépense tout et un qui épargne. On est au début des années 90, et bien 30 ans plus tard, celui qui a épargné un tout petit peu est devenu richissime, alors que celui qui avait tout dépensé a vu son salaire réel plutôt avoir tendance à se réduire. Donc on a véritablement cette question, et les investisseurs aujourd'hui prennent vraiment à bras le corps cette question de l'inégalité, ce qui d'ailleurs renforce l'idée que la réforme, on peut aujourd'hui se questionner sur le poids politique de Joe Biden et sa capacité à faire passer toutes ces réformes au Sénat américain. Je pense que sur la fiscalité, les choses devraient avancer, devraient évoluer pour une simple et bonne raison, c'est qu'on voit les milieux d'affaires et les investisseurs commencer à comprendre le risque que présentent pour la démocratie américaine ces inégalités. Donc très, très clairement, pour ne pas m'attarder beaucoup plus sur ce retour des États stratèges, je crois qu'on est vraiment face à un changement de paradigme qui sera incontestablement structurant pour les entreprises, avec des exigences qui vont être différentes de ce qu'exigeaient les États des entreprises ces dernières années, des exigences en termes de création d'emplois, en termes de localisation des emplois, en termes de gestion de la diversité, gestion de l'équité, d'une croissance des entreprises qui participent à une croissance plus inclusive et génératrice d'externalités positives. Ça, ce seront les fondamentaux. Et les politiques américaines, comme d'habitude, seront à la fois dimensionnantes et déterminantes. Les initiatives américaines, si vous regardez au cours de l'histoire, elles ont toujours été de véritables rouleaux compresseurs, et ce d'autant plus que l'administration actuellement en place agit de manière relativement pragmatique et semble extrêmement expérimentée et professionnelle en la matière. Alors, je serais tentée de poser la question de l'Europe dans tout ça, et puis après je conclurai sur les entreprises. L'Europe dans tout ça, et vous l'avez rappelé, Patrick, elle n'est pas en reste sur le fond. Mais je crois qu'elle est, et je vous rejoins sur ce point-là, elle a encore une vision trop peu politique du sujet pour être vraiment à la hauteur. Et on le voit sur cette question des normes comptables que vous avez abordées, mais même sur ces critères ESG et la façon dont ils sont abordés par l'Union européenne. Alors moi, ce que j'observe, c'est que la commission mûrit sur cette dimension politique. On l'a vu autour de la taxonomie, on le voit aussi sur tout le débat et la réflexion autour des concepts de souveraineté, de politique industrielle. Le Parlement, lui, s'implique plus sur la question des valeurs, et clairement les deux sont à la manœuvre, même s'ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde et qu'ils sont parfois hésitants. Ce sont plutôt les États en fait qui ont aujourd'hui la capacité de saboter la démarche pour des raisons diverses et variées, liées à leurs intérêts nationaux, à des agendas électoraux qui sont très différents. Ce que j'observe, et vous en avez un petit peu parlé, Patrick, c'est la maturité de la classe politique allemande, alors que je trouve que dans un certain nombre de pays, alors il semblerait qu'il y ait un retournement de tendance en Italie, mais à voir et à voir dans la durée. Cette maturité de la classe politique allemande est quelque part assez en contradiction avec, au contraire, l'immaturité de notre classe politique. Moi, vous parliez des Grünen allemands. J'ai été quand même assez effarée quand j'ai regardé les comptes rendus des dernières réunions qui ont été organisées pour décider d'un programme commun de la gauche, où l'un des arguments clés et qui a été l'un des gros éléments d'échange et de différend entre les partis, ça a été: est-ce qu'il faut manger bio dans les cantines scolaires ou pas, alors que les enjeux quand même internationaux et politiques sont autrement plus importants. Ce n'est pas du tout le cas des Grünen allemands, et c'est vrai qu'ils sont portés par une société civile allemande qui est peut-être
moins apeurée, plus confiante dans l'avenir, alors pour des raisons probablement objectives, et pour laquelle le risque climatique est depuis longtemps un risque majeur. Moi, je me souviens, pour une petite anecdote, il y a un an de ça, l'une des dernières conférences que j'ai faites à Berlin, on nous avait mis autour de la table français, polonais, allemands, et en nous demandant quelles étaient les menaces qui nous paraissaient les plus importantes, ou en tout cas que nos opinions publiques mettaient en premier. Et en Allemagne, c'était très clairement déjà le changement climatique, alors que la Pologne regardait du côté de la Russie et les Français plutôt du côté du sud de la Méditerranée. Donc on voit qu'il y a cette classe politique allemande qui effectivement rebattra probablement les cartes sur le sujet, mais ça, on le verra dans les mois qui viennent et après les élections qui s'annoncent. Alors je conclus très rapidement, parce qu'il reste 1 minute pour le débat, sur la responsabilité des entreprises. Effectivement, hein, je ferai le même constat que vous, ça conduit à une multiplication des risques extra-financiers, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient environnementaux, mais qu'ils soient aussi géopolitiques, endogènes et exogènes. Je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important. Ces risques ont été largement intégrés, ça je l'ai déjà dit, par les acteurs financiers et donc doivent être très rapidement intégrés par les entreprises parce que les acteurs financiers aujourd'hui font un certain nombre d'arbitrages dans les financements qu'ils accordent ou pas. Moi, je travaille sur les questions de défense et je peux vous dire que pour les entreprises de la défense, on est au pied du mur aujourd'hui et il faut que les entreprises bougent dans les jours, voire les semaines qui viennent pour évoluer sur ces questions. C'est une question de modèle aussi. C'est une question aussi de protection de nos intérêts stratégiques et de notre souveraineté que d'avoir des entreprises qui sont au courant et au fait de ces questions et qui sont en capacité de se positionner. Voilà, merci beaucoup. Bravo, merci 1000 fois Sylvie, c'était remarquable et extrêmement éclairant. Je passe la parole maintenant, je ne sais pas si c'est Antoine ou Arnaud qui donne là des premières questions dans le chat, mais Bonjour sinon on peut laisser des personnes qui veulent s'exprimer en direct nous poser les questions à Sylvie ou moi-même. Bonjour Patrick, bonjour Sylvie, bonjour à tous. Arnaud, Herman, je vais me charger des questions. Je me suis mis d'accord avec Antoine. Merci beaucoup Sylvie pour cet exposé. Alors, j'ai essayé de classer les questions. Il y a tout un bloc de questions sur le jeu d'acteurs que vous avez présenté. Alors, vous avez présenté les situations respectives des trois grandes superpuissances. Une question qui est posée, c'est dans le jeu d'opposition qui semble se dessiner entre les États-Unis et l'Europe, notamment autour des questions climatiques. Eh bien, comment l'Europe peut survivre et peut faire émerger et défendre son modèle, ses lois, ses labels, ses démarches? On vous laisse répondre, Sylvie. Je pense qu'on peut y J'ai aller. d'autres questions, comme vous préférez. Tu préfères comme tu veux, Arnaud. Comme tu veux, vas-y. Alors, je peux vous poser plusieurs questions sur les jeux d'acteurs et puis après, on passera sur un autre thème. D'accord. J'avais également. Alors, est-ce que vous pouvez approfondir un peu l'analyse sur la situation française dans l'émergence de ces questions autour de la durabilité? Et on pose aussi la question de la Russie. Y a-t-il quelque chose de spécifique à dire sur la Russie dans cette nouvelle configuration? Et enfin, une question intéressante, c'est vous avez beaucoup parlé des États, mais il y a une nouvelle entité qui émerge, c'est celle des métropoles. Et donc, quelle est la place à donner à ces métropoles dans ces configurations autour de la durabilité? Très lourde. Question très lourde. Sylvie, on vous laisse. Oui, tout à fait. Alors, sur l'Europe, c'est une vraie question que je me pose encore. Donc, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûre d'avoir complètement la réponse. Comme je le disais tout à l'heure, la difficulté aujourd'hui de l'Europe, au sens large du terme, hein, mais au sens des institutions européennes d'abord, c'est de comprendre que c'est une question politique et qu'il y a derrière tout ça des enjeux de souveraineté. Je trouve que l'Europe apprend vite. La Commission européenne, moi j'ai vu des mutations assez étonnantes dans les discours et les postures des commissaires européens sur ces questions-là. Donc c'est rassurant, mais bien évidemment, les institutions européennes, elles sont à la merci des États. Et de ce point de vue, les choses ne sont pas encore très claires. C'est-à-dire, vous avez à la fois des Européens qui se disent que l'éloignement états-unien de l'Europe est un fait et qu'il va se poursuivre et donc il faut continuer à aller dans une démarche de souveraineté et donc se positionner sur un certain nombre de sujets. Et puis, dans le même temps, on sent un espoir qu'au fond, Joe Biden revienne
et les États-Unis reviennent protéger les Européens, reviennent aider les Européens, et qu'on n'ait plus qu'à s'aligner et à se mettre derrière ce parapluie américain, qu'on n'ait plus trop à réfléchir en termes de souveraineté. Et ça, c'est quand même assez intéressant parce que les lignes sont très très floues et très évolutives en fait. C'est-à-dire, moi je vois se dessiner une certaine prise de conscience dans les pays d'Europe du Nord avec des interventions et la mise en place j'ai pas mal suivi par exemple la législation sur le contrôle des investissements étrangers. C'est assez intéressant ce qui s'est passé ces derniers mois et la façon dont les pays d'Europe du Nord essayent de protéger leurs entreprises, et en même temps des Européens qui invitent dès qu'ils le peuvent soit Joe Biden, soit son secrétaire d'État à intervenir et à participer à des réunions qui devraient d'abord être européennes, qui les invitent également à participer à un certain nombre de projets et d'initiatives européennes qui avaient été prises pour contrer l'effet de nuisance du président Trump et pour améliorer la souveraineté. Donc je ne sais pas qu'en penser. Ce que je constate en tout cas, c'est que du côté des États-Unis, tous les discours prononcés, tous les documents qui ont été publiés depuis que Joe Biden est arrivé au pouvoir, l'Europe est quasiment inexistante. Dans le discours qu'il a prononcé il y a 2 jours, il a cité l'Europe 3 fois, alors qu'il a parlé une bonne vingtaine de fois de la Chine. Dans un document que j'ai étudié il y a 2 jours, l'Europe l'Alliance Atlantique, même pas l'Europe, était citée une seule fois. Et à un moment donné, pour dire aux Européens, il faut que vous payiez pour votre sécurité, alors que on parlait de la Chine 37 fois et du changement climatique 43 fois. Donc je crois que voilà, il faut véritablement que l'Europe prenne conscience qu'elle est grande aujourd'hui et qu'elle doit s'assumer comme telle, avec toute la difficulté, encore une fois, d'intérêts parfois divergents d'un certain nombre d'États et de visions aussi différentes de la relation transatlantique. Donc ça, c'est un premier élément. Sur la situation française en matière de responsabilité, je trouve que sur ces sujets, on a été longtemps en retard par rapport aux Américains. On s'est fait tirer les oreilles d'ailleurs sur un certain nombre de sujets. On a plutôt accéléré les démarches, mais ça, Patrick, vous m'arrêtez si je me trompe, je ne suis pas forcément la meilleure spécialiste des questions françaises. On a pas mal accéléré les démarches sur ces 10 dernières années et on est plutôt en avance, regardez, sur les questions. Alors, il y a la loi Pacte, bien évidemment, il y a également la loi Sapin 2 sur la lutte contre la corruption, la création de l'AFA qui nous place en tête des pays en matière de législation sur ces thématiques-là. Je trouve que on a vu Monsieur le maire, notre ministre, se positionner très fermement sur la question de la fiscalité depuis déjà des années, porter ce projet au niveau européen sans grand succès. Il y a malgré tout parfois quelques limites en même temps, c'est-à-dire on veut être en avance et progressiste sur certains sujets et puis on n'assume pas jusqu'au bout. Je regardais hier justement les votes sur la question de la levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Vous aurez noté que tous les élus européens les élus français au Parlement européen de la République en marche ont tous voté contre la levée. Donc c'est un peu en contradiction avec le volontarisme parfois affiché sur un certain nombre de sujets. Sur ce point, puisque vous l'évoquez, Sylvie, je me permets, parce que là, on est au cœur du réacteur. Il y a un point sur lequel l'Europe va basculer ou ne basculera pas, qui a été notamment, et c'est son job, signalé cette semaine par la FEP, l'Association des grandes entreprises, en critiquant la réglementation extra-financière. Vieux débat, mais débat le plus important et qui va se poser pour le texte vigilant une réalité que vous savez bien, c'est-à-dire que l'Europe sur CSRD n'a pas franchi le pas de dire cette réglementation va s'imposer à tous les acteurs, c'est-à-dire pas simplement les filiales ou les sociétés opérant en Europe, mais à leur groupe. C'est l'éternel débat qu'on pose. On veut faire un concours de vertu en Europe, mais on ne veut pas l'imposer à nos compétiteurs. En gros, le débat Danone-Gazprom, qu'on a toujours signalé depuis des années,
euh, alors la filiale de Gazprom devra faire semblant de répondre aux règles, mais on n'impose pas à Gazprom de respecter les règles qu'on impose à Total. Et là, si l'Europe ne franchit pas sur ce point-là la frontière de l'extraterritorialité sur ses valeurs et ses règles, on aura perdu vraiment en compétitivité ce qu'on aura gagné en vertu. Voilà, là-dessus, je voudrais que vous réagissiez parce que c'est, à mon sens, la vraie ligne rouge. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, encore une fois, on retrouve la même division en fait, avec une commission, voire un parlement qui sont sur une ligne plutôt progressiste en la matière. Autour de l'idée clé, elle avait été évoquée en son temps, et je crois que c'était il y a 2 ans quand Xi Jinping était passé en Europe, c'est l'idée de la réciprocité. Au fond, aujourd'hui, il faut assumer notre posture quand il n'y a pas réciprocité sur un sujet, et pour protéger nos entreprises et pour avancer, eh bien, il faut qu'on se mette qu'on se dote des mêmes outils que nos partenaires ou nos adversaires, et qu'on assume un certain nombre de positions avec cet argument de la réciprocité. Il est très largement porté, comme je le disais tout à l'heure, par Angela Merkel. Il est parfois mal compris, cet argument, par un certain nombre d'acteurs qui ont peur, en fait, de perdre des marchés, de perdre des avantages, ou qui sont face à des situations d'entreprise qui sont pas menacées comme peuvent l'être les grandes entreprises européennes. Donc, c'est un élément effectivement extrêmement important. Et où il faut largement dépasser le discours et ne pas hésiter à agir et à se positionner. Alors c'est vrai que les deux grands que sont la Chine et les États-Unis nous font souvent très très peur, et puis en plus on a des intérêts qui sont très très particuliers, avec des intérêts de sécurité qui sont très différents de nos intérêts économiques et financiers vis-à-vis de ces deux partenaires. Donc on marche un petit peu sur un fil et on a parfois du mal à se positionner. Je trouve que ce qu'on a fait sur le RGPD est assez intéressant en fait et devrait nous servir d'exemple, mais ça c'est quelque chose qui n'engage que moi. Alors pour répondre très rapidement aux deux autres questions sur la Russie, Patrick, tout à l'heure vous aviez évoqué cette question de génération, et au fond le monde d'après c'est le monde d'une nouvelle génération. Je crois que quand j'ai dit ça, vous aurez compris quelle va être ma réponse à la Russie. Les choses ne bougeront pas en Russie tant que Vladimir Poutine sera au pouvoir. Reste à savoir combien de temps il va y rester. Mais les facteurs de changement sont bien présents. Il suffit pour s'en convaincre de regarder comment les choses avaient commencé à frémir au moment de la présidence Medvedev. On se rend compte qu'il y a une jeune génération, la génération qui suit en fait la génération Poutine, une jeune génération qui est née après la guerre froide, ou en tout cas qui a un souvenir extrêmement flou de la guerre froide et qui voit le monde très différemment. Et je pense que c'est quand cette jeune génération prendra le pouvoir en Russie que les lignes bougeront. Aujourd'hui, ce n'est pas franchement très, très net et très visible. Encore une fois, je ne suis pas spécialiste de la Russie, donc avec toute la prudence qui s'impose à la matière. Et pour la place des métropoles, oui, bien évidemment, tout. Et au-delà des seules métropoles, je crois que les métropoles, les régions, les collectivités locales, et y inclut les acteurs non étatiques, en fait. On voit aujourd'hui également un certain nombre d'acteurs non étatiques, entreprises ou ONG, qui sont en capacité de faire bouger les lignes. Et je vous ai parlé essentiellement des États parce que j'avais très, très, très peu de temps, mais il est clair qu'on pourrait en dire énormément sur tous les autres acteurs et la façon dont tout cela peut s'organiser. Arnaud, on te laisse gérer la deuxième salle, voire dernière de questions, Oui, pour aller vers tenir notre horaire vers 12h et quelques. Oui. De les réunir de façon logique, mais là, il y a des choses qui vont dans des directions différentes. Mais je pourrais peut-être vous poser deux questions qui sont de nature très, 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 très lointaine. La première, c'était une question sur le secteur de la défense. Et donc, je l'extrapole en considérant que ça doit probablement être une question sur est-ce qu'on doit anticiper des conflits dans les relations que vous les décrivez par rapport à ces questions climatiques notamment. Enfin, quelles sont les inquiétudes ou les craintes qu'on peut avoir vis-à-vis de ces sujets-là. Et une autre question, alors, pour le coup, qui n'a rien à voir, mais qui a été posée très tôt lors de l'exposé de Patrick, qui est finalement et qui concerne à la fois les États et les entreprises, sur l'écart entre les intentions et les actes, notamment sur les engagements carbone qui pullulent à des échéances qui sont quand même relativement longues, 2030-2050. Donc, comment on peut assurer la réalité d'action, d'inflexion des trajectoires d'émissions au-delà des mots qui sont pris aujourd'hui?
Parfait. Alors, sur la défense, c'est très, très intéressant comme question. Nous, on a un programme à l'IRIS. N'hésitez pas à aller consulter les rapports que nous avons publiés. Ils sont tous en ligne. C'est un programme qui est financé par le ministère de la Défense et qui, justement, nous interroge depuis 4 ans sur ce que le changement climatique va avoir comme conséquence et comme impact en termes de conflictualité au niveau mondial et bien évidemment en conflictualité et insécurité d'ailleurs. Et bien évidemment, ça va changer un certain nombre de choses, ne serait-ce que, je vais vous donner juste un exemple, l'exemple des besoins en matières premières, la transition énergétique, au-delà du changement climatique, mais qui est un aspect très important du changement climatique, la transition énergétique va nous conduire à une moindre dépendance vis-à-vis des énergies fossiles et donc des régions et des pays qui produisent et qui exportent ces énergies fossiles, mais à l'inverse, pour produire du renouvelable, pour produire des énergies décarbonées, eh bien, on a besoin de matières premières et on va être obligé d'aller les chercher et de faire évoluer nos politiques étrangères en fonction des zones où elles sont réparties et situées. Donc forcément, ça va changer la conflictualité. Ça avait été déjà très très net sur l'impact que ça peut avoir. On l'avait déjà observé dans la première présidence de Barack Obama avec l'investissement qu'il avait fait massivement après la crise de 2008 sur le développement des gaz et pétrole de schiste qui avait finalement réduit la dépendance énergétique des États-Unis vis-à-vis du Proche et du Moyen-Orient. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a un certain nombre d'évolutions dans la région, et en particulier l'accord sur le nucléaire iranien, etc., qui répondaient et qui étaient une conséquence de ces enjeux. Et de la même manière et à l'inverse, on aura des conséquences en termes de conflits, des conflits qui vont se déplacer de certaines régions vers d'autres, avec une concurrence sur les ressources, une concurrence également sur les technologies qui vont être très différentes dans un monde décarboné. Donc ça, c'est un premier aspect. Je pourrais en parler des heures et vous citer, mais je vous cite un exemple pour illustrer tout ça. Et bien évidemment, on doit donc anticiper des évolutions des conflits et des zones de conflit par rapport à tout cela. Sur l'écart entre les intentions et les actes, peut-être Patrick, je vous laisserai répondre et nous donner le mot de la fin. Moi, je trouve que la grande difficulté sur tous ces sujets-là, c'est la difficulté liée aussi aux sociétés civiles et aux opinions publiques, avec des opinions publiques, j'ai tendance à dire quand j'en parle, qui sont quelque peu schizophrène avec une double face, en fait, la face citoyen qui veut qu'on responsabilise les milieux d'affaires, qui veut qu'on lutte contre le changement climatique, qu'on lutte contre les inégalités, et puis la face consommateur qui, par contre, est beaucoup plus réticente quand il s'agit d'assumer les conséquences de ces choses-là. Et je crois qu'aujourd'hui, à la fois les entreprises et les pouvoirs publics sont un peu pris en étau dans ces contradictions. Une fois que j'ai dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a quand même énormément de pédagogie à faire en la matière. Les choses commencent à bouger. Énormément de pédagogie, énormément peut-être de débats organisés aussi sur tous ces sujets pour savoir jusqu'où on peut aller, parce qu'il n'y a pas de voie unique. Et au fond, les intentions rejoindront les actes quand les actes et les conséquences de toutes les intentions et de tous les actes qui sont mis en place seront bien compris et acceptés par l'ensemble des acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs publics ou d'acteurs non étatiques. On pourrait en parler encore des heures, c'est inépuisable. Ma chère Sylvie, bravo pour ces éclairages qui sont très précieux pour nous. Vous avez ouvert sur les tendances. Je ne veux pas rentrer dans un nouveau débat sur cette question du décalage entre le déclaratif et la réalité, si ce n'est que pour dire que ce que tous nos acteurs d'entreprise vivent et savent, c'est que l'arrivée du numérique aujourd'hui, elle est à la fois une menace terrible parce que sinon, si les entreprises ne font pas attention, elles perdront la main complètement sur ce qu'on dit d'elles. Et en même temps, elle est une invitation justement à faire pour pouvoir être capable de rentrer dans une relation de confiance avec la société. Donc là, je dirais qu'on n'a plus le choix.
Je dis toujours que l'alliance du durable et du numérique, ce sont les deux jambes du siècle qui vient. Et de ce point de vue-là, les entreprises doivent en tirer des conséquences assez rapidement. Bon, maintenant, on aura l'occasion de reprendre dans nos prochains rendez-vous mensuels un peu l'avancée de ceci. Mais vous nous avez vraiment, personnellement, en tout cas, vous m'avez convaincu que ce que nous vivions aujourd'hui n'était pas simplement un peu des reclassements de circonstances, qu'on était là dans la construction de paradigmes nouveaux avec lesquels il faudra compter et peut-être que certaines entreprises en tirent des conséquences aujourd'hui. Moi, je trouve qu'elles sont encore un peu pas très nombreuses, pas assez nombreuses et qu'en tout cas, du point de vue collectif, elles hésitent encore à aider les États et à travailler avec les États pour que ça se fasse et ça se fasse vraiment. Parce que c'est l'intérêt de la planète et de nos sociétés qui est en jeu. Vraiment, merci à vous, aux uns et aux autres, Arnaud, d'avoir tenu le fil, d'avoir participé à nouveau à ce rendez-vous. On aura l'occasion donc de se revoir, je l'espère, en mai et juin, et on renouvellera cette formule pour la rentrée si elle intéresse un public régulier pour comprendre l'actualité durable. Et je vous conseille vraiment d'aller voir du côté des travaux de Sylvie, de l'IRIS et de son cycle entreprise et géopolitique qui va se muscler là aussi et se développer comme elle nous l'a annoncé. Ça, je pense, vous intéressera et vous aidera. Merci à vous tous. On a toujours un engagement de timing, donc on ne prolonge pas plus tellement les débats, mais on en a grande envie. Et donc, donnons-nous des prochains rendez-vous. C'est encore ce qu'on fera mieux et protégez-vous dans cette situation aussi les uns les autres. Merci mille fois. Merci Patrick et merci à vous tous pour votre attention. Merci. Au revoir. Au revoir.